manchette. Un homme barricadé depuis 9 heures ce matin a été maîtrisé. Le cégep de Jonquière offre une partie de son terrain afin de construire le nouveau centre multisport. Bienvenue à ce web journal du jeudi 22 février 2018. Un homme barricadé depuis 9 heures ce matin dans son domicile à l'intersection des rues Fortier et Montcalm du secteur Kenogami a été maîtrisé en fin d'après-midi. L'individu en détresse psychologique a appelé la Sûreté du Québec afin de demander de l'aide. La police de Saguenay a été dépêchée sur les lieux où on a négocié avec le suspect, lui qui était muni d'une arme longue et d'un couteau. La SQ est venue porter secours au service de police municipale. Elle s'est occupée des négociations avec le barricadé alors que la sécurité publique était responsable du périmètre de sécurité. Les écoles du secteur ont été perturbées par l'événement alors que les jeunes ont été confinés aux établissements scolaires sur l'heure du dîner. L'homme était bien connu du service de police. On écoute Bruno Cormier. Non, c'est quelqu'un qui est connu de longue date du corps policier. Présentement, je ne peux pas vous dire ses antécédents judiciaires, mais même moi, lorsque j'étais patrouilleur, j'avais affaire à cet individu. Le Comité des sports et loisirs de Saguenay a fait une demande de subvention de 7,5 millions de dollars pour un futur complexe sportif d'environ 20 millions dans l'arrondissement de Jonquière. Le projet initial de Soccer Dome de Jean Tremblay s'est métamorphosé en complexe multisport qui serait idéalement inauguré en 2020. Ma collègue Marie-Michel Coutu a rencontré ce matin le président du comité, Michel Tifo, à son bureau. Monsieur Tifo, je me demandais, le projet de Soccer Dome commence tranquillement à se concrétiser. Je me demandais, pouvez-vous me donner un peu de détails techniques concernant le projet? Et des détails techniques, non. Ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que le Soccer Dome sera construit du côté de l'arrondissement de Jonquière. Ça a été confirmé et on le reconfirme encore. Ce qui a été fait dans les derniers jours, bien là, c'est pour ça que tout le monde veut savoir plein d'informations. Mais au niveau technique, on n'est pas rendu là. Et on n'est pas rendu aussi à déterminer un endroit où sera construit le Soccer Dome dans le secteur de Jonquière. Ce qu'on peut vous dire de plus qu'on a annoncé cette semaine, c'est que là, la demande de subvention est partie parce qu'on avait jusqu'au 23 février pour faire la demande officielle, mais là, elle est partie. Alors, c'est pour ça que ça a parlé beaucoup du Soccer Dome cette semaine, mais il n'y a pas vraiment de nouvelles, à part le fait qu'on a envoyé la demande de subvention, là, il n'y a pas vraiment de détails. Mais là, vous avez parlé de Jonquière. Pourquoi officiellement Jonquière et non Chicoutimi ou peut-être la baie? C'est politique. Hein? C'est les 6 conseillers municipaux ici à l'arrondissement de Jonquière. On était unanimes là-dessus. On avait parlé dans notre campagne électorale qu'on voulait absolument emmener des projets du côté de Jonquière. Et puis le dossier de Soccer Dome, c'est un dossier qui roule depuis quand même quelques années. Alors, nous autres, on en a fait notre cheval de bataille. On s'est dit, à Jonquière, ça prend le Soccer Dome. On a travaillé fort là-dessus. On a convaincu Mme la mairesse. On a convaincu les autres membres du conseil municipal. Alors, pour nous autres, les conseillers ici à Jonquière, bien, c'est une victoire. On va avoir notre Soccer Dome. Mais là, je ne peux pas vous confirmer des dates là, mais on est sur la bonne voie. Et est-ce que le Soccer Dome va servir seulement au soccer ou vous avez d'autres options pour ce grand amphithéâtre? Très bonne question. D'ailleurs, on ne devrait même pas l'appeler le Soccer Dome parce que ça va être un centre multisport. Donc, la question est bonne. Oui, il va y avoir d'autres disciplines sportives. À mon avis, les principaux locataires seront les gens du soccer. Mais étant donné l'espace, la hauteur, bien, on va pouvoir frapper des balles de baseball, lancer des ballons de football, pourquoi pas frapper des entraînements de golf avant le début de la saison. Ça peut être de l'athlétisme, ça peut être du frisbee. Donc, pour répondre à ta question, il va y avoir plusieurs disciplines de sport à l'intérieur de notre centre multisport. Et avez-vous déjà pensé à certains endroits, emplacements que cet amphithéâtre-là pourrait accueillir? Oui, on a eu des demandes. Je te dirais 6-7 demandes, mais on n'a pas statué. Là. Okay. On va rencontrer, d'abord, ces gens-là doivent s'inscrire au registre des lobbyistes et on va rencontrer en temps et lieu, mais pas tout de suite, ça peut prendre encore un mois et demi, 2 mois. Là. Mais à un moment donné, on va rencontrer tous ces gens-là qui nous ont suggéré des plans d'affaires ou des endroits pour des terrains pour la construction. Mais on n'est pas encore rendu là au niveau de la commission des sports. Et selon vous, à combien on évalue le coût total des travaux? Ça pourrait être 20 millions, ça pourrait être 22, mais c'est entre 20 et 22 millions. Okay. Mais là, évidemment, on souhaite avoir notre subvention.
On est bien confiants. C'est un programme de subvention de 100 millions de dollars au Québec. Okay. Alors, nous autres, on se dit, bien, on va avoir probablement notre part du gâteau. On est bien confiants d'avoir la subvention. Alors, avec la subvention, on va aller de l'avant. Avec la subvention, ça ne couvre pas tous les frais. Non. Avez-vous des investisseurs privés qui se sont manifestés pour... Oui, mais on n'est pas rendu à prendre la décision si on va avoir besoin du privé. Mais oui, il y en a 3-4 déjà du privé qui se sont montrés intéressés. Est-ce que vous êtes confiant que les retombées économiques de ce centre multisport-là vont combler les frais de création? Bien, ça va combler une partie, mais c'est sûr et certain que c'est... au niveau des retombées, il va en avoir plein. Parce que le soccer, c'est l'une des disciplines qui est le plus pratiquée dans la région. Il y en a plein de jeunes. Je parle au moins de 5-6 000 jeunes qui jouent au soccer. Puis il y a des ligues seniors, donc il y a des adultes qui jouent aussi. Alors ça fait déplacer des gens, ça. Les amateurs de soccer qui voulaient jouer leur sport en saison d'hiver devaient aller à Québec ou plus loin. Là, alors oui, il va y avoir des retombées économiques parce qu'il y a une bonne clientèle de soccer au Lac-Saint-Jean. Donc ces gens-là vont venir au Saguenay pour pratiquer leur sport préféré. Puis tantôt, je mentionnais, il y a d'autres disciplines sportives. Les équipes de baseball, de football vont vouloir pratiquer, faire un camp d'entraînement. Alors, il va y avoir de l'espace. Moi, je pense que ça va amener beaucoup de monde. Vous avez parlé de baseball. Le baseball, c'est peut-être un sport un petit peu moins pratiqué partout au Québec, je dirais pas juste au Saguenay. Est-ce que vous croyez que ça peut inciter des jeunes à vouloir pratiquer justement ce sport-là, sachant qu'ils peuvent pratiquer 12 mois par an? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Le baseball, on a quand même une équipe majeure qui s'appelle les Voyageurs. Puis Robert Fatal, dans les 5-6 dernières années, à l'époque où il était à la barre des Voyageurs, il avait parti un système pour les jeunes de baseball de compétition. Et ça a généré, puis ça a amené beaucoup de nouveaux joueurs de baseball dans le coin. Alors, autant pour le baseball que pour le football, on va emmener des adeptes. Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle et Saguenay avait besoin de cette infrastructure-là. En terminant, M. Tifo, je me demandais, dans le meilleur des mondes, quand est-ce qu'on va pouvoir voir ce centre multisport-là au Saguenay? Je ne voudrais pas gager. Dans le meilleur des mondes. D'ici 2 ans. Tu sais, là, on va avoir une réponse de la subvention d'ici 1 mois et demi, 2 mois, début de l'été. Mettons ça au début de l'été. Si, admettons, c'est favorable, bien là, les plans, et là, ça va aller vite. Là, c'est vrai que ça va débouler. Les plans, choisir les... Advenant le cas qu'on se donne encore un 3, 4, 5, 6 mois, il y a la période de l'été. Première pelletée de terre, j'espère, en 2018. Puis là, la construction, bien, c'est peut-être 1 an. Là. C'est pas un centre Georges Vézina, là, mais Soccer Dome, c'est sûrement 1 an. D'ici 2 ans, moi, j'aimerais bien ça pouvoir aller à l'intérieur de ce centre multisport. Écoutez, M. Tifo, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Ça fait plaisir. Le Cégep de Jonquière est prêt à participer au projet de la Ville de Saguenay pour la construction d'un centre multisport dans l'arrondissement de Jonquière. La coordonnatrice des communications du Cégep, France Tremblay, ne voit que des avantages pour la population de l'arrondissement. On l'écoute. Le Jonquière est bien situé, on est près d'une sortie d'autoroute, on est à quelques pas du centre-ville, on a aussi d'autres services, on a un historique de collaboration également avec la Ville, donc on pense que ça pourrait être intéressant là, que le site retenu soit près du Cégep de Jonquière. Pour la 22e édition du Festival Regard, les catégories nationales et internationales ont été jumelées pour n'en former qu'une seule, la compétition officielle. Cette nouveauté ainsi que plusieurs autres ont été annoncées ce matin lors du dévoilement de la programmation. Des projections pour ados, des séances doubles et un jury étudiant font également leur apparition cette année. Voici le reportage de Juliette Lefebvre. Davantage de primeurs seront présentés cette année au Festival Regard. Les cinéastes qui désirent mettre la main sur l'un des 2 grands prix de la toute nouvelle compétition officielle devront présenter une nouveauté pour y être éligibles. Cela attirera davantage de primeurs, explique la directrice de programmation, Mélissa Bouchard. La compétition nationale et internationale ont été regroupées en une seule compétition, donc la compétition officielle. Ça répond à une certaine demande du public dans la mesure où on a des films plus frais, nouveaux. Ça nous permet d'avoir des plus grands films aussi qu'on n'aurait pas nécessairement réussi à avoir sans cette formule de compétition-là. Le Festival Regard a bonifié l'offre pour les jeunes à l'occasion de sa 22e édition. Madame Bouchard se réjouit de l'apparition de la programmation #1317 qui offrira des courts-métrages spécifiquement choisis pour les adolescents, ce qui n'existait pas lors des éditions précédentes.
Mais maintenant, avec le hashtag 1317, on a aussi un nouveau créneau pour les ados, donc ça, c'est vraiment intéressant. Une initiative pour faire briller le court-métrage dans les cégeps a aussi été mise en place cette année. 6 étudiants de niveau collégial choisiront leur coup de cœur du festival, qui seront ensuite présentés dans les cégeps de la province. Mélissa Bouchard nous explique leur rôle. Bien, ces 6 étudiants-là vont venir à Regard, vont regarder tous les films. Ils vont eux-mêmes choisir une sélection de films qui va voyager ensuite à travers les cégeps là, du Québec. La 22e édition du festival Regard se tiendra du 14 au 18 mars prochain dans différentes salles de Saguenay. Juliette Lefebvre, ATM Nouvelles, Saguenay. Frédéric Fontaine a écopé hier d'une peine de prison de 6 ans moins 4 mois pour plusieurs invasions de domicile avec violence. Au total, il a plaidé coupable à 21 dossiers. À 4 reprises en 2016 et 2017, Frédéric Fontaine s'est présenté chez des gens avec des complices et a usé de la force. Il a menacé à plusieurs reprises avec ses victimes de s'en prendre à elles s'il les dénonçait à la police. Il avait en sa possession différentes armes, dont un bâton télescopique, une bonbonne de poivre de Cayenne et même une fausse arme. L'avocat du jeune maître Nicolas Gagnon a jugé en entrevue avec Le Quotidien que la peine était équitable et il a affirmé qu'il n'ira pas en appel. Une quarantaine de citoyens ont assisté à la rencontre sur le futur programme de compostage domestique qui sera mis de l'avant par la Ville de Saguenay dans les prochaines années. La première étape de cette consultation qui s'est déroulée hier soir à Jonquière portait sur la collecte des matières putrescibles. La Ville propose 2 scénarios. Le premier est le braque brun avec un tri à la source à partir de déchets de table et le deuxième est le tri à la source des matières organiques qui seraient déposées dans des sacs fournis par la Ville et ensuite placés dans le bac vert d'ordures ménagères. Et l'Escaparium de Saguenay a dévoilé sa nouvelle salle, le mystère Jean Tremblay, ce matin au Café L'Érudit de Chicoutimi. L'ex-maire a participé à l'élaboration de cette nouvelle salle remplie d'énigmes en fournissant des photos d'archives et en prêtant sa voix pour la bande sonore que l'on peut entendre lorsqu'on entre dans la pièce. Vincent Desbiens était sur place. La rage s'est emparée de vous. Vous avez sorti votre revolver et avez tiré sur Jean. Les propriétaires d'Escaparium Saguenay ont dévoilé leur nouvelle salle devant une foule de médias ce matin. L'ex-maire Jean Tremblay était présent pour le lancement de la pièce à son effigie. La copropriétaire saguenayenne de la franchise Escaparium, Marie-Claude Lavoie, affirme que M. Tremblay a voulu participer au projet dès le départ. On s'attendait vraiment à rien. Puis quand il est venu nous rencontrer, puis qu'il est parti d'ici, puis il a dit « Moi, j'embarque, ça m'intéresse. » Une énigme lancée dans le quotidien a finalement été résolue au cours de la conférence de presse. Dans les 3 dernières éditions du journal, des indices avaient été dissimulés par l'Escaparium Saguenay. On pouvait lire le mystère Jean Tremblay, préparez-vous, dans cette publicité réalisée par l'entreprise de divertissement. Dans les éditions du mardi, du mercredi et du jeudi, des lettres bien précises étaient en jaune. Dans ce nouveau thème, les participants sont mis dans une situation tout à fait inhabituelle. Les équipes joueront le rôle de meurtrier de leur pire ennemi, le maire du village, qui est nul autre que Jean Tremblay. Les membres se verront remettre une mallette remplie de pièces à conviction qu'ils devront dissimuler pour camoufler le meurtre qu'ils ont hypothétiquement commis. Ils doivent y arriver en collaborant pour résoudre une série d'énigmes en seulement 60 minutes. La vedette de la 3e salle lancée par Escaparium Saguenay est très optimiste quant à la popularité et au succès de l'activité. J'ai pas de doute que ça va marcher, j'ai pas de doute. Partout où je peux aider, ça me fait plaisir de le faire. C'est ici, dans la salle Le Mystère Jean Tremblay, que les intéressés pourront venir faire le parcours à l'Escaparium de Saguenay. Les inscriptions sont ouvertes à partir d'aujourd'hui sur le site web de l'Escaparium de Saguenay. Vincent Desbiens, ATM Nouvelles, Saguenay. Le propriétaire de Production Serpentin, une entreprise d'animation éducative sur les serpents, Nicolas Simard-Desbiens, a choisi de faire de sa passion son travail. Il était en studio aujourd'hui pour nous en parler. Ma collègue Andréane Vallée s'est entretenue avec lui. Bonjour, M. Simard-Desbiens. Premièrement, est-ce que vous pouvez nous présenter notre spécimen qu'on a aujourd'hui? Très certainement, écoute. C'est un python de Birmanie qu'on a ici et il s'appelle affectueusement Simon. Donc, de son petit nom. Ça lui va bien? Ça lui va très bien. C'est un serpent qui, comme son nom le dit, vient de la Birmanie. Oui. Qui fait partie des serpents les plus gros, du moins dans les plus gros mondes. Présentement, moi, ici, c'est un mâle que j'ai. OK. Il fait combien de... Combien de pieds il fait? Il doit s'enligner sur ses presque 11 pieds. OK, d'accord. Quand même. Oups, là. Quand même. Et qu'est-ce que ça mange, une bête comme Simon, comme ça? Une bête comme Simon, comme ça ici, ça va manger principalement du lapin, étant donné la grosseur de l'animal, en fait. Oui.
Moi, je vous donne du lapin qui tourne aux alentours de 5 à 6 livres, à peu près du lapin. D'accord. Puis ça mange à quel intervalle? Ça, c'est moi qui le décide, étant donné la grosseur que la bête, elle devient, parce que là, elle n'est pas encore adulte. Ça vient beaucoup plus gros que ça encore. Hein. Volontairement, je vais restreindre sa croissance en le nourrissant moins que ce que ça devrait normalement. D'accord. Donc, je vais nourrir à peu près au mois, voire des fois aux 2 mois. Étant donné que là, j'ai eu beaucoup de contrôles récemment, ça fait à peu près 4 mois et demi qu'il n'a pas mangé. Mais ça ne dérange pas, étant donné la grosseur qu'il y a et qu'un serpent, ça peut durer très longtemps sans manger. D'ailleurs, un serpent, ça a une espérance de vie de... De combien? De combien? C'est toujours relatif à l'espèce. Une bête comme Simon, là? Une bête comme Simon, on peut parler aux alentours entre 25 à 30 ans. Quand même. Puis est-ce que ça représente un danger pour les humains? Je sais que vous faites des activités avec des enfants, par exemple. Oui. Un danger en soi, non. Hein. Parce qu'un serpent, c'est pas comme on peut le voir dans les films avec, par exemple, Anaconda, que c'est un serpent qui fait 36 pieds de long et que ça veut manger tout le monde, en fait. Hein. Parce que l'animal est incapable de manger un être humain de par sa morphologie, en fait. OK. Puis est-ce qu'il y a une certaine complicité de garder des serpents géants comme ça à la maison? C'est des grosses bêtes à avoir. Oui. Bien, complicité, en fait, l'animal ne me reconnaît pas. Non, complexité. OK, complexité, excusez, j'ai entendu complexité. Complexité, ça peut devenir plus complexe étant donné la grosseur de l'animal. Hein. Là, c'est encore pas tant pire. Hein. Je peux considérer encore m'en occuper seul. Hein. Mais éventuellement, quand il va être rendu vraiment adulte, hein, le mieux, c'est d'être au minimum 2 personnes pour s'en occuper. Étant donné le poids que ça peut devenir et aussi la grosseur de l'animal en conséquence. D'accord. C'est préférable hein, d'être 2 personnes au minimum. Oui, bien pour le déplacer, veux pas, ça demande un petit peu de, ben, là, de jus de bras. Oui, quand même. Hein. Il n'est pas extrêmement lourd pour l'instant, il pèse 25 livres. Mais éventuellement, il va peser beaucoup plus que ça. D'accord. Puis, est-ce que c'est un animal qui est populaire comme animal de compagnie? Je dirais populaire, oui et non. Oui, parce que quand même, ils font partie, il y a quelques années, là, c'est les nouveaux animaux de compagnie, là, reptiles, lézards et compagnie, qui sont devenus de plus en plus populaires. Hein. Mais étant donné la crainte que les serpents ont face au public, face au monde en général, hein, je dirais que c'est quand même mitigé pareil. Ce ne sera pas tout le monde qui va aimer ça. Comme exemple, un chat, un chien, tout le monde aime ça, un chat ou aime un chien. Les serpents, c'est plus ciblé, en fait. Oui, il faut avoir une certaine affinité. Il faut avoir une certaine affinité pour commencer à dire que ouais, je tripe serpent, puis j'en ai, hein, comparé à un chat qu'à peu près tout le monde en a ou presque. Là, et vous, votre passion pour les serpents, ça remonte à quand? Ça remonte à là, très longtemps. Hein? Écoute, je devais avoir à peu près, 7 ans, 8, gros maximum, puis encore plus jeune. Et comme tous les jeunes, trouver des couleuvres, des salamandres, des grenouilles, des tritons et tout ce qui est reptile amphibien du Québec. Je tripais à aller en trouver, aller fouiller hein, et tout ça. Puis, avec les années, je me suis tourné vers justement les plus gros reptiles. Hein. Puis, vous avez combien de serpents en ce moment à la maison? Là, présentement, j'en ai 11. Hein. Dans les prochaines semaines, je m'en achète 3 autres, donc je vais en avoir 14. Ah, quand même? Oui, quand même. Puis pourquoi est-ce que vous avez adopté autant de serpents? Est-ce que c'est purement par passion ou vous avez autre chose? C'est un mix des deux, en fait. Oui, j'ai autre chose. De base, en fait, a priori, c'est par passion, carrément, en fait. Mes serpents, c'est ma passion. Ensuite de ça, j'en ai fait un métier. J'ai fait ma compagnie d'animation, qui est Production Serpentin. Donc, mixer entreprise et mixer la passion ensemble, hein, c'est ce qui me fait vivre, c'est ce qui me fait triper. Donc, pourquoi pas mixer les deux en même temps? Puis, est-ce que vous avez d'autres reptiles chez vous? Vous parliez d'amphibiens ou de lézards? Non, malheureusement, en fait, hein, c'est pas des animaux qui me font autant triper qu'un serpent. Ça demande aussi un peu plus d'occupation. S'occuper d'un lézard, ça mange à peu près tous les jours, ou sinon c'est aux 2 jours. Ça demande beaucoup plus de soins aussi. C'est complètement 2 mondes différents, malgré que ça reste dans les reptiles quand même. Et Simon, ici, il mue encore? Oui, il mue toujours. Donc, il va muer. Oui, il va muer quand il va grandir, dans le fond. Il faut qu'il change sa peau quand il augmente de grosseur. Oui, exactement. Par contre, étant donné que là, ça va faire un 4 mois facile qu'il n'a pas mangé, depuis 4 mois, il n'a pas mué encore une fois. Et c'est normal parce qu'un serpent, s'il ne mange pas, ben, il grandit, mais tellement minime qu'il va muer, éventuellement, mais ça peut prendre énormément de temps avant qu'il mue. Oui, bien, je comprends. À la grosseur que ça a, ça peut étirer un petit peu sa peau. Et quand même. Donc, mais merci beaucoup. Ça fait plaisir.
Au sport maintenant, pour une deuxième année consécutive, le Café Jeunesse de Chicoutimi organise un tournoi d'hockey-bottine comme activité d'autofinancement qui se tiendra les 23 et 24 février. Encore cette année, la députée de Chicoutimi, Mireille Jean, assume la présidence d'honneur du tournoi. L'an dernier, l'organisme a amassé 3 500 $ avec cette activité. 8 équipes se rencontreront dans un tournoi amical qui aura lieu dans le stationnement derrière l'église du Christ-Roi au centre-ville de Chicoutimi. L'Association du hockey mineur de Saguenay a officiellement annoncé ce matin l'unification des 3 organisations de hockey de la région. Les dirigeants ont profité de l'événement pour dévoiler leur logo, en plus de répondre aux nombreuses critiques des parents concernant les problèmes de transport. Un reportage de Philippe Leroux. C'est à l'aréna de l'UQAC que l'Association du hockey mineur de Saguenay a annoncé la création de cliniques de gardiens de but et de l'encadrement pour les entraîneurs et les joueurs. Cette nouvelle organisation, qui fera la gestion de tout le hockey mineur de Saguenay, est maintenant partenaire avec plusieurs organisations de hockey majeurs comme les Saguenayens de Chicoutimi et les Élites de Jonquière. Le partenariat permettra d'offrir une expérience bonifiée, comme l'explique le directeur général de l'association. On va mettre du monde sur la glace pour encadrer les entraîneurs, encadrer les joueurs. Je pense que ça peut juste être bénéfique pour tout le monde de faire une association comme ça. M. Chouinard a voulu rassurer les parents de la centaine de joueurs double lettres qui auront à effectuer plus de déplacements à l'avenir. L'association croit qu'elle leur a offert un compromis juste et équitable. Là, en disant qu'on prend 12 % des joueurs total de la clientèle, puis on les amène à voyager. Le plus loin, c'est où? C'est la baie. Donc, à la baie, si on dit, ben regarde, on va augmenter le temps d'entraînement, mais ils vont y aller juste une fois. L'organisation a également expliqué son nouveau logo qui représente les 3 arrondissements de Saguenay. On a 3 rondelles dans un but de hockey, bien sûr. Donc, le vert pour les Marquis de Jonquière, le rouge pour le National de la Baie et le bleu pour les Saguenayens de Chicoutimi. Donc, 3 arrondissements dans le même but. Les changements à l'Association du hockey mineur de Saguenay seront effectifs dès septembre pour la saison 2018-2019. Philippe Lheureux pour ATM, Saguenay. La fierté se faisait sentir lors du rassemblement nocturne pour encourager le patineur de vitesse Samuel Girard tôt ce matin à Ferland et Boileau. L'athlète de 21 ans a vécu toute une première expérience aux Jeux olympiques en repartant avec une médaille d'or et une autre de bronze, malgré une 4e place aux 500 mètres. Camille Lacroix a partagé la fébrilité avec les villageois. L'émotion était palpable pour encourager la vedette du village de Ferland et Boileau, Samuel Girard. Une 60aine de personnes étaient présentes, dont le commissaire de la Ligue nord-américaine de hockey, Richard Martel. Autour d'un déjeuner, la frénésie des Jeux olympiques se faisait sentir. Le maire de la municipalité, Hervé Simard, confie que Samuel est un exemple de détermination. Pour nos petits milieux, pour nous, les petits villages, c'est vraiment exceptionnel parce que il faut montrer aux jeunes que c'est possible, peu importe d'où tu viens, que tu peux atteindre les plus hauts niveaux. Puis Samuel, c'est un exemple parfait. M. Simard souligne l'atmosphère chaleureuse au rassemblement. Les gens nous ont demandé de refaire quelque chose pour ce matin. Alors, il y a quand même une belle participation pour si tôt le matin, à partir de 5 heures. Là, oui, c'est réconfortant de vivre des choses comme ça là, en communauté. Les grands-parents du favori étaient très fiers de leur petit-fils. Ginette Lavoie assure que ses efforts ont porté fruit. Déjà, au départ, là, il y avait une certaine vitesse en lui. Puis un fonceur, c'est un fonceur. Puis il est orgueilleux. Les gens du village venaient tous voir Samuel Girard. Madame Lavoie en est très reconnaissante. Ils nous prenaient dans leurs bras, là, puis ils nous donnaient de l'affection, puis ils nous encourageaient. Puis ça fait chaud au cœur. Ses proches espèrent voir Samuel pour une 2e participation aux Jeux olympiques à Pékin en 2022. C'est déjà la fin pour les premiers Jeux olympiques de Samuel Girard qui se finit sur une bonne note. L'équipe canadienne affrontera l'élite mondiale dans quelques semaines à Montréal. Camille Lacroix, ATM Nouvelles, à Ferland et Boileau. Kim Boutin a récolté sa 3e médaille aux Jeux de Pyeongchang en montant sur la 2e marche du podium à l'épreuve du 1000 mètres en patinage de vitesse. Elle avait aussi récolté une médaille de bronze aux 500 et aux 1500 mètres. Avec cette 3e médaille à ses tout premiers Jeux, Kim Boutin a de bonnes chances d'être la porte-drapeau canadienne à la cérémonie de fermeture.
Les Saguenayens de Chicoutimi ont remporté le deuxième match présenté mardi au Palais des Sports 4-3 en prolongation face aux Cataractes de Shawinigan. La rencontre a été marquée par les bonnes performances des deux gardiens de but et de nombreux jeux spectaculaires. Voici le reportage que je vous ai préparé. Pour les Saguenayens de Chicoutimi et les Cataractes de Shawinigan, le duel de mardi soir est important puisque les deux équipes sont au plus fort d'une course aux séries pour l'obtention d'une des 4 places disponibles. La troisième étoile du match, Samuel Hood, auteur d'un but et d'une passe, était satisfait de sa performance et de celle de son équipe à la suite de cette victoire. Je pense que ça a bien été vraiment. Tout de suite, au début de la première période, notre ligne a vraiment donné le ton, puis on a travaillé fort. Puis on en a manqué une coupe en première période, mais je pense que ça a juste porté fruit après en troisième période. Les Saguenayens ont profité de 5 avantages numériques tout au long de la rencontre, mais n'ont inscrit qu'un seul filet. L'entraîneur de la formation, Yannick Jean, était tout de même satisfait du travail de ses troupes et de l'adaptation de ses joueurs aux nouvelles dimensions de la patinoire, mais il croit qu'il reste encore du travail à faire d'ici la fin de la saison. Étant donné qu'on vient jouer ici, sur notre style de jeu, la manière de travailler offensivement, la manière de travailler défensivement, ça n'a rien à voir avec le classement ou quoi que ce soit. On a beaucoup plus à se soucier en ce moment que de dire, bon, on se met une pression inutile. 2014 spectateurs étaient présents au deuxième match d'une série de 4 présentés à Jonquière au Palais des Sports. La première rencontre s'était terminée avec un revers des Sags contre les Remparts de Québec par la marque de 4-2. Les Saguenayens sont présentement au cœur d'une course-série à 6 équipes pour les 4 dernières places disponibles. Les Foreurs de Val-d'Or, qui font aussi partie de cette course-série, et l'Océanique de Rimouski seront les autres équipes qui seront de passage à Jonquière d'ici la fin février. Avec cette victoire, les Saguenayens se rapprochent à 3 points de la 14e position occupée par le Dracard de Bécomo. La troupe de Yannick Jean renouera avec l'action ce vendredi, ici même à Jonquière au Palais des Sports, contre les Foreurs de Val-d'Or. William Tremblay, ATM Nouvelles, à Saguenay. Alors, William Larouche, on a de bonnes nouvelles à la météo? Oui, William, donc on a eu une très belle journée aujourd'hui du côté de la météo. Ce soir, la température va baisser à -11 avec un ressenti de -14. Pour cette nuit à Saguenay, la température va descendre à -16 avec un maximum de -22. La journée de vendredi va être particulièrement ensoleillée, même un peu plus qu'aujourd'hui avec beaucoup moins de nuages. Une température prévue de -15 avec un maximum de -20. Pour Roberval, ce soir, la température est prévue est de -9 avec un maximum de -14. Cette nuit, la température va descendre à -15 avec un maximum de -21. Et pour la journée de vendredi, encore beaucoup de soleil, quelques peu de nuages et peu de vent également, avec un minimum de -12 et un maximum de -18. Merci beaucoup, William. Merci aussi à vous d'avoir été là. Au revoir.